session de conférence organisée par les jeunes ambassadeurs pour le climat et PSL. Quatrième conférence qui porte sur le thème du climat et du numérique. Comment est-ce qu'on croise les deux? Donc concrètement, ce soir, on va parler de bilan carbone, d'intelligence artificielle, de flux de données numériques et d'extraction minière. Comment est-ce qu'on met tout ça en musique? Ce sont nos deux intervenants qui vont nous présenter ça, à savoir Arnaud, que vous avez déjà vu, donc vous voyez peut-être la photo avec le blanc, et Quentin. Les deux sont membres des jeunes ambassadeurs pour le climat depuis un moment déjà. On ne voit pas Quentin. Sans doute. Alors, je ne sais pas si les deux vont mettre leur caméra ou si on vont viser la sobriété numérique. En tout cas, Quentin est là, je crois. Quentin est là. Oui, je suis là, on se cache. Hein. On se cache, super. on va pas. Non, on va pas la mettre parce que de toute façon, ce sera la présentation qui va primer. Donc, Très bien. On va vous dire pourquoi on va éviter de mettre la caméra, quoi. Voilà. Je sentais le coup venir. Très bien, donc les deux vont se présenter un peu plus en détail tout à l'heure, évidemment, mais pour les introduire d'une manière assez sobre, pour le coup, sans mauvais jeu de mots. Quentin est doctorant à la Sorbonne Université, co-auteur d'un livre qui s'appelle Une santé de fer, pardon, qui parle de santé et l'extraction minière. Arnaud, diplômé d'une licence TAPS, passionné des questions climatiques et numériques, et également membre des jeunes ambassadeurs pour le climat. Et je leur laisse dès maintenant la main sur cette conférence. Merci beaucoup et bonne conférence. Super. Bah écoute, merci à toi Hugo. Et on va pouvoir commencer notre visioconférence qui s'intitule Empreinte numérique et changement climatique. Il faut savoir qu'au cours de la visioconférence, vous serez amené à participer également via un lien qu'on vous mettra en temps voulu pour avoir aussi vos idées, vos retours sur certaines questions, histoire de rendre la chose un peu plus interactive parce que normalement, on intervient surtout en présentiel. Donc, je laisse la main à Quentin pour se présenter et je ferai la même chose après lui. Alors, ça veut bien passer la slide. Voilà. Ouais, donc bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Quentin. Merci d'être si nombreuses et si nombreux ce soir. Donc, j'ai 22 ans. Donc, on m'a dit une petite photo un peu amusante de moi. Donc, c'est ce que j'ai fait. En fait, là, j'étais sur le volcan de l'Etna, en Sicile, pour un stage de terrain. Et donc voilà, c'est un petit selfie parce que j'ai une formation de géologue. Et comme Olivier l'a dit, donc là, je suis en première année de doctorat sur les processus minéralogiques et géochimiques de formation des gisements de niobium. Et donc, j'ai mis une photo à droite, donc le petit minéral, le minéraux noirs que l'on voit, c'est ce qu'on appelle de la colombite. Donc, c'est un des minerais de niobium. Donc, ce n'est pas trop en lien avec le numérique, mais c'est en lien avec les acides et l'extraction minière. Donc, voilà. Et donc, moi, sinon, dans la vie, j'aime beaucoup le rugby, d'où la petite photo. Je pratique la course à pied, un peu trop en ce moment, mais donc je vise là, dès que ça sera possible avec le déconfinement, le semi-marathon. Et puis, je lis beaucoup de romans graphiques et de bandes dessinées. Donc, je laisse Arnaud se présenter. Ouais. Alors moi, c'est Arnaud. J'ai 25 ans. J'ai une licence TAPS, comme a pu le dire Hugo. Et je suis dans l'assaut des jeunes ambassadeurs pour le climat depuis l'été dernier. Donc, c'est au travers de cette association que j'ai pu exprimer mes convictions écologiques. Donc, la personne qu'on voit en dessous de moi, c'est Aurélien Barraud, qui est astrophysicien et doué d'une éloquence impressionnante. Je l'aime beaucoup pour ses travaux et justement le fait qu'il soit aussi engagé sur les questions climatiques. Ça reste un scientifique. Et dans la vie, moi, ce qui m'anime, c'est surtout, je dirais, sortir de ma zone de confort en testant plein de choses différentes. Et mon truc, mon hobby, un peu une passion aussi, c'est l'équilibre. Donc, comme on peut voir sur la photo à droite. Et sinon, d'autres trucs un peu plus classiques comme la lecture, le vélo. Et voilà. Donc, on va vous parler rapidement aussi de notre association, les Jeunes Ambassadeurs pour le Climat, qui est une association, comme son nom l'indique, qui va traiter les questions sur le climat par le biais d'interventions auprès de publics. Ça peut être en lycée, en fac,
un peu partout, en fait. Le but, c'est surtout de sensibiliser un maximum de personnes, justement, aux enjeux climatiques, sur les accords de Paris des 2 degrés, etc. Et les JAC, ils sont aussi membres du programme Jeunes délégués pour le climat. Donc, c'est la participation de 2 étudiants ou étudiantes français aux négociations pour le climat. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet en parlant du lien entre le numérique et le climat, donc faisons un bref rappel sur qu'est-ce que c'est l'effet de serre. Donc, un processus dont on parle très souvent dans les médias, mais dont finalement on oublie un peu l'origine. Donc, l'effet de serre, c'est un processus tout à fait naturel, aussi nécessaire à la survie de notre espèce, de la vie sur Terre, en fait, parce que sans effet de serre, la température sur Terre serait de moins 18 degrés. En fait, le rayonnement solaire traverse, comme vous le voyez, une partie de l'atmosphère, comme vous vous en doutez, ce qui va entraîner une réponse de la Terre qui va émettre du rayonnement infrarouge. Et ce rayonnement infrarouge va être piégé par ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, donc le dioxyde de carbone, CO2, le méthane, CH4, le protoxyde d'azote, N2O, et le rayonnement infrarouge va être réémis dans toutes les directions, notamment vers la Terre, ce qui va entraîner une augmentation de la température. Il faut savoir, et donc c'est un processus naturel qui est bien sûr amplifié par l'homme, comme vous le savez, puisque ce sont les processus, les activités anthropiques qui vont émettre ces gaz à effet de serre et vont entraîner un déséquilibre donc, de la machine climatique. Donc on va émettre du CO2, du méthane, du protoxyde d'azote. Et ce surplus d'énergie, en fait, on dit qu'il correspond à peu près à 3 bombes nucléaires, donc 3 bombes atomiques d'Hiroshima par seconde. Donc ça, c'est l'énergie qui est introduite dans le système, voilà, en termes d'équivalence. Donc c'est un calcul assez approximatif. Et donc, tu peux changer de slide. Et donc cette introduction dans le système du dioxyde de carbone, donc il a commencé à peu près dans les années, dans l'ère industrielle, au début de l'ère industrielle, dans les années 1880, où il y avait 290 ppm, donc c'est partie par million, de la concentration en dioxyde de carbone. Et avec l'augmentation des activités humaines et la combustion du charbon, du pétrole, on va avoir une libération du dioxyde de carbone, donc c'est la courbe en jaune, et on va atteindre aujourd'hui, en 2020, à peu près 420 ppm. Et cette corrélation, en fait, on voit une corrélation de cette augmentation de dioxyde de carbone par l'atmosphère et de la température, hein, qui oscille en rouge. Et bien sûr, donc on voit que cette température augmente de plus en plus fort. Et donc, petit rappel, donc, les scénarios du GIEC, une augmentation de la température en 2100 allant d'à peu près de 2 pour les scénarios les plus optimistes à 6 degrés pour les scénarios les plus pessimistes. Donc, petit rappel, ça paraît pas énorme comme ça, mais la Terre, en fait, c'est un peu comme le corps humain. Quand on est malade, on a une température de 39-40 degrés, c'est juste 1 ou 2 ou 3 degrés en plus dans notre corps. Mais quand on a 40-41 degrés, donc 4-5 degrés en plus, on va à l'hosto. Et bah pour la Terre, c'est exactement pareil. Alors, ça veut pas passer parfois, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, du coup, la question qu'on va se poser un peu grâce à cette visioconférence, c'est pourquoi s'interroger sur ça numérique et finalement, c'est quoi le rapport avec le climat? Alors, il faut savoir que le secteur numérique, c'est le secteur avec la plus grande augmentation de gaz à effet de serre par an. On est à 6% par an et on a déjà dépassé en termes d'émissions l'aviation civile, qui est à peu près à 2,7%. Nous, aujourd'hui, avec le numérique en 2021, on est à 4%. Donc, ça représente 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Et si on continue comme ça, et c'est bien parti pour, on devrait égaler les voitures dans le monde, donc en 2025 à peu près, ce qui représente 8%. Donc ça veut dire qu'on doublerait en l'espace de seulement maintenant 4 années, un peu moins de 4 années. Et pour respecter les accords de Paris, on devrait baisser les émissions du numérique de 5% par an, sauf que ça augmente de 6% par an. Donc on n'est pas du tout sur la bonne voie.
et on cumule un retard de 13% par an. Donc, sachant que ça émet des gaz à effet de serre, on a une petite question pour vous, vous pouvez répondre dans le chat. Sachant que justement nos terminaux, qui sont les téléphones, les ordinateurs, tous les câbles associés à ça, donc les chargeurs, etc., les data centers, les réseaux qui permettent qu'on utilise Internet, eh bien, quel serait le poids d'Internet voilà, en termes matériels? Donc, est-ce que selon vous, ça correspond plutôt à 5 millions de pianos, à 180 millions de voitures ou à 100 000 éléphants? Alors, je sais, ça fait des chiffres un peu gros, mais bon, c'est pour vous donner un ordre d'idée que vous essayez de, voilà, eh bien, de vous situer à quoi ça peut correspondre. Bon, sans surprise, pour le moment, je vois beaucoup de B. Après avoir dit ça, en même temps, c'est sûr que… Voilà, OK. Eh bien, effectivement, c'est B. Donc, ça correspond à 180 millions. Nous, on a choisi la berline, qui fait environ 1,3 tonnes. Ou alors à 22 000 tours Eiffel. Voilà. Alors, c'est toujours des gros chiffres, mais c'est surtout pour montrer que le numérique, eh ben, c'est surtout pas dématérialisé, pardon, et que, eh bien, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des équipements qu'on ne voit pas souvent, mais qui sont bien là, présents, et qui fonctionnent 24 heures sur 24 pour ce qui est des réseaux et des data centers, par exemple. Donc, la petite métaphore, c'est celle de l'iceberg. Ce qu'on voit, nous, au quotidien, c'est le rechargement. Donc, on n'a plus de batterie, on va recharger, c'est concret, on le tient dans la main, voilà. Sauf que toute la partie qu'on ne voit pas, donc la fabrication, l'utilisation, quand je dis utilisation, je parle de la navigation sur Internet. Toutes les actions qu'on fait sur Internet, elles ont un coût, elles ont un impact. Et ça, on ne le voit pas et on ne nous en parle pas à l'achat. Même quand on cherche des données sur Internet, c'est compliqué de trouver. Mais pourtant, ça a un impact bien réel et très important. Et enfin, bon, après, j'ai mis le transport, la fin de vie, c'est les différentes phases du cycle de vie, en fait. Voilà, et la troisième raison pour laquelle, le troisième problème en quelque sorte, en plus de cette augmentation dramatique des gaz à effet de serre, c'est que on ne peut pas en fait se passer du numérique et d'Internet. C'est désormais indispensable pour la majeure partie de l'humanité, notamment dans cette période de confinement, pour nos liens sociaux ou pour le télétravail. Donc, en fait, aujourd'hui, Excuse-moi. Vas-y. aujourd'hui, donc en 2021, on compte à peu près 5,2 milliards d'utilisateurs uniques d'un téléphone portable, avec notamment 7 milliards de téléphones qui ont été vendus entre 2018 et 2020. Voilà, c'est énorme. Parmi ces utilisateurs et utilisatrices, il y a 4,5 milliards qui ont utilisé Internet pour une navigation moyenne journalière, à peu près de 6h30, 7h. En moyenne. Donc en France, c'est un peu moins. Donc on navigue sur Internet environ 5 heures par jour. Je change de slide. Ouais, excuse-moi, j'étais en train d'admettre quelqu'un, un retardataire. Hop. Ouais. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on a introduit vraiment pourquoi le numérique était au centre de nos vies et comment. Maintenant, on va voir comment, quels sont les impacts concrets environnementaux et l'empreinte carbone du numérique. Et donc pour ce faire, on va commencer par parler de la fabrication des différents constituants des smartphones. On va surtout s'intéresser dans les smartphones dans cette présentation, aussi un peu des ordinateurs. Et donc, première question qu'on va vous poser, donc c'est savez-vous de quoi est constitué un smartphone? Donc Arnaud va vous envoyer un lien dans le chat, voilà, c'est fait. Et donc, vous allez, donc, je pense que vous avez des idées qui vous viennent en tête, et vous allez marquer ces idées, donc des mots-clés, ce que vous voulez, sur ce magnifique site internet qui va créer, en fait, avec vos réponses, un magnifique nuage de mots. Voilà, et du coup, n'hésitez pas à mettre un petit peu les idées que vous avez, voilà, que vous avez derrière la tête concernant le smartphone. Normalement, la question est activée. Et puis, si vous savez, hop, vous mettez en pagaille, ça va faire ressortir les mots qui arrivent le plus. C'est une intervention de Jack très créative et très innovante, je tiens à le dire.
Pourquoi il y a le code au milieu? Quentin, tu vois aussi le 75-75? Ouais, ouais. Ok. Je ne sais pas pourquoi il s'affiche au milieu, mais. Donc, on a les métaux rares qui ressortent déjà. On voit pas, Arnaud. Ah oui. Vous voyez pas ce qu'il utilise? Je crois que si, hein. Est-ce que vous voyez le nuage de mots Ouais, c'est bon? Ok, bon, c'est bon. Ok, nickel. Super. Donc voilà, moi ça bouge plus trop pour moi, je crois. Ah si, je crois qu'il fallait repliquer. Ah voilà, ok, batterie. Donc maintenant, on voit que c'est la batterie qui ressort le plus. Le verre, le plastique, le cuivre, le lithium. Donc un mélange d'éléments chimiques et de composants. Donc c'est super. Du coup, on va pouvoir passer à la suite. Gardez bien le... Bon, après, je remettrai le lien parce qu'il y aura 2 autres questions, mais voilà. Gardez peut-être le code ou je le redonnerai dans tous les cas, ce n'est pas un problème. Donc voilà, vas-y Quentin, je te laisse la suite, avec la suite. Et donc, bon, j'ai plus le nuage de mots devant mes yeux, mais c'est pas grave, je me rappelle un peu. Donc, effectivement, c'est la batterie qui est revenue le plus souvent. Il me semble qu'il y avait aussi les terres rares qui sont pas mal revenus. Donc, ça, on en parlera juste après. Donc, là, on a une photo, en fait, une sorte de dissection d'un smartphone. Donc, on voit que c'est constitué de multiples, de différents composants, hein, très différents les uns des autres. Donc, on a besoin d'écran, de batterie, d'enveloppe externe, de différents types de mémoire, d'un processus de stockage, d'un modem pour communiquer, de différents processeurs, de différentes caméras et plein de capteurs, donc les accéléromètres, un gyroscope, une boussole, et puis pour les capteurs de lumière et les capteurs de proximité. On ne va pas développer tout ça. Et donc, comme vous l'avez bien dit, bah, il y a énormément de choses, donc énormément de matériaux, d'éléments chimiques, de composants. Il faut savoir qu'un téléphone, on va dire classique, récent, c'est à peu près 70 matériaux, dont 40% environ de plastique et matières synthétiques. Hop, j'admets la personne. 15% de verre et céramique et 50% de métaux. Pour avoir un ordre d'idée, une machine à laver, c'est 10 à 20 matériaux. On se rend compte de la complexité d'un téléphone. Et comme on l'a dit, beaucoup d'éléments chimiques, environ 40 à 50 différents. Donc, ça passe par l'indium, qui est un métaux rare, justement, une terre rare, qui va servir à faire fonctionner le tactile de nos écrans. Ça peut être le lithium pour nos batteries, ça peut être le carbone pour la solidité de notre coque et plein d'autres que vous voyez affichés à l'écran. On ne va pas tous les nommer parce que vraiment, c'est une quantité monstre. Et en fait, donc tous ces métaux proviennent de différents gisements, donc des centaines, des milliers de gisements différents à la surface du globe. Et en fait, le problème, c'est que, par exemple, les terres rares, dont on en a parlé, ou d'autres métaux rares, sont en général peu concentrés dans la croûte continentale, donc autour de 1, 2, 3% dans les cas les plus extrêmes. C'est-à-dire que pour, par exemple, extraire 1 tonne d'un métal en question, il va falloir extraire 100 fois plus de matières premières qui ne sont pas toutes valorisables. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? On les garde, on les stocke sur place, donc c'est ce qu'on va appeler les déchets miniers. Par exemple, vous avez des terris dans le nord de la France qui sont issus de l'extraction du charbon. Et donc maintenant, on essaye un peu de la réhabiliter. Mais dans la plupart des cas, on a en fait des déchets qui vont être stockés sur place. Et donc, vous comprenez que finalement, nous, notre téléphone que l'on tient, donc fait à peu près 200 grammes à peu près dans notre main, on comprend qu'il a un autre poids, il a un poids caché de matières premières minérales non valorisables. Et donc, notre question, donc, à laquelle vous pouvez répondre dans le chat, c'est à quoi correspond le poids caché d'un smartphone. Donc, est-ce que ça sera un poids plutôt équivalent à celui d'un cerf, un poids équivalent à 3 chihuahuas ou à celui d'un phoque? Donc, on vous laisse répondre. J'ai vu un C parce qu'il est mignon. Il y a des A, il y a des C, il y a des B. Ah, c'est mitigé quand même un peu.
c'est plus mitigé et ouais, donc je pense que c'est quand même la réponse. Il y a quand même plus de réponse A, un tout petit peu plus. Et c'est effectivement la réponse A. Hop, attends, je clique. Des fois, ça ne veut pas cliquer. Voilà. Voilà, encore. Hop. Voilà, et donc effectivement, pour un téléphone de 200 grammes, on a besoin de 200 kilogrammes de matières premières minérales. Et donc, si on va un peu plus dans la dissection de ces impacts environnementaux, de ces matières premières nécessaires, euh, on va faire ça en fait dans le cas d'un ordinateur de 2 kilogrammes. Donc, c'est ce que vous voyez à gauche. Pour un ordinateur, on a besoin en fait de 800 kilogrammes de ressources. Parmi ces ressources, on a 600 kilogrammes de matières premières minérales et 200 kg d'énergie fossile, donc charbon, pétrole, gaz naturel, dont la combustion va émettre des gaz à effet de serre. Et puis, en plus de cela, vous allez avoir besoin de plusieurs milliers de litres d'eau douce. Et donc, on ne vous le rappelle pas, oui, cette eau douce elle va être principalement utilisée pour la purification des métaux, par exemple. Et cette eau douce, on ne vous rappelle pas, c'est une ressource voilà, indispensable à notre survie, d'autant plus qu'avec le réchauffement climatique, on va avoir des sécheresses de plus en plus intenses et de plus en plus nombreuses. Et donc, ça va causer un stress hydrique euh, de plus en plus palpable. Et puis, tout simplement, en moyenne, chez nous, chez soi, on a à peu près 2,5 tonnes d'objets en tout genre. Mais il faut savoir que pour les fabriquer, il faut en amont 45 tonnes de matières premières qui sont nécessaires à leur fabrication. Donc, en fait, dans notre chez nous, on a un poids caché de 8 éléphants. Et donc, comme on l'a dit, il faut aller extraire tous ces éléments chimiques un peu partout sur le globe. Et l'extraction, le raffinage et toutes les étapes qui vont permettre de passer d'un produit brut à un produit, eh bien, un produit fini, ça va émettre des gaz à effet de serre, ça va rejeter des produits toxiques dans les sols, dans l'air, dans l'eau. Et on a l'exemple très concret du lac toxique de Baotou en Chine, qui en fait est un lac artificiel qui n'est fait que de produits toxiques, de métaux lourds rejetés par une raffinerie ou des usines en tout genre à côté, ce qui pousse les habitants de la région, c'est peut-être un peu gros, mais en tout cas les habitants qui habitent autour, eh bien, à migrer vers une autre zone parce qu'ils sont obligés de partir, ils ne peuvent plus vivre de leurs terres qui sont devenues trop polluées. Et ça pose déjà des problèmes assez importants. On voit aussi, avec l'exemple de la mine d'or de Yanacocha au Pérou, l'épuisement des ressources. On peut se rendre compte en regardant la photo que plus rien ne peut pousser là où justement ils ont mis la mine et donc ça rejette aux alentours en plus de ça. Et il y a aussi la destruction des écosystèmes. Il faut savoir qu'une tonne de terre rare produite, ça rejette 60 000 m3 de déchets gaziers contenant de l'acide hydrochlorique. Ça déverse 200 m3 d'acide dans l'eau et 1 à 1,4 tonnes de déchets radioactifs. Donc, on se rend compte que le traitement et l'extraction, eh bien, ça n'a pas du tout un impact léger pour la planète. Et ces extractions et ces traitements, c'est surtout dans les grands pays miniers comme la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Russie, l'Australie. Donc, c'est des pays où majoritairement, on va utiliser du charbon et du pétrole. Voilà, donc on se rend un peu plus compte pourquoi ça émet autant. Et aussi, en fait, tous les gaz à effet de serre qui vont être émis, c'est avec également les machines gigantesques qui vont être sur les sites miniers. Et également, comme je l'ai dit, eh bien, la végétation qu'on a enlevée, donc qui ne va pas capter le CO2. Alors, j'ai pris un exemple très concret, qui est une mine immense dans l'Utah, qui est la mine de Bingham Canyon, pardon. Et en fait, c'est une mine de cuivre qui est la plus grande au monde. Elle fait 4 km de large, elle fait 1200 mètres de profondeur. Et concrètement, ça signifie que Thomas Pesquet, quand il va partir pour l'ISS samedi, parce que bon, il part demain, mais c'est 19 h pour y arriver, donc on va dire samedi, eh ben, il pourra la voir en sirotant son thé vert lyophilisé depuis le hublot de la station. Alors, concrètement,
je vais vous parler un petit peu d'un minerai, juste pour que vous ayez une idée. Pour le cuivre, on va devoir aller l'extraire grâce à de la dynamite. On va creuser des trous de 17 mètres de profondeur. On va mettre des paquets de 500 kg de dynamite, enfin de TNT. Et en fait, derrière, grâce à des pelleteuses géantes et des camions géants, quand je dis géant, le camion, il fait 13 mètres de long, 7 mètres de haut et environ 6 mètres de large. Il peut transporter jusqu'à 300 tonnes de roches. Voilà, et il y en a sur une exploitation comme ça, des camions, il y en a, je ne sais pas combien. Mais on les voit un peu en tout petit si vous regardez bien sur la route. C'est pas une route, voilà, pour des riverains ou quoi, hein, c'est vraiment les routes de la mine. Donc, on comprend mieux que ça nécessite voilà, de grandes quantités d'essence déjà pour faire fonctionner les camions, à savoir qu'ils brûlent 2 litres d'essence à la minute. Donc, ça fait environ 1000 litres sur une journée. C'est déjà monstrueux. Et ensuite, la roche, ils vont l'acheminer vers une broyeuse géante qui brise jusqu'à 10 000 tonnes par heure de roche. Puis, cette roche, elle va arriver sur un tapis roulant jusqu'à une usine où elle va être moulue. Et ensuite, il y a une autre pollution qui est la pollution des produits chimiques, parce qu'en fait, on va utiliser de l'eau, de l'air et les produits chimiques pour séparer voilà, le minerai de cuivre des autres, des autres éléments chimiques dont on n'a pas besoin. Donc tout ça, c'est un processus très polluant et du coup très mauvais à essayer d'éviter. Donc on l'a vu, les éléments chimiques ils viennent de partout. Et une fois qu'on les a récoltés, qu'on les a extraits, on va les envoyer dans un autre pays qui, lui, va se charger de les transformer en un composant qui ensuite lui-même va être acheminé vers un autre pays pour assembler le téléphone et ensuite, hop, vers la France. Et il y avait une phrase de Philippe Biwix, donc, qui est un spécialiste de l'épuisement des ressources minérales, qui disait dans son livre L'âge des low-tech, « J'achète un téléphone depuis la France. Ce faisant, j'ai exploité des mineurs au Congo, détruit des forêts primaires en Papouasie, enrichi des oligarques russes, pollué des nappes phréatiques en Chine, puis 12 à 18 mois plus tard, donc la durée de vie d'un téléphone, j'irai déverser mes déchets électroniques au Ghana ou ailleurs. » Et du coup, pour conclure cette première partie sur la phase de production, eh bien, toutes ces étapes, ça représente environ 40% des émissions de gaz à effet de serre du numérique mondial. Donc, c'est quasiment la moitié. C'est assez colossal. Et dans cette proportion, il n'y a que 1% pour la construction des data centers et 3% pour les réseaux. Donc, on se rend compte que c'est surtout nos terminaux, nos téléphones, nos ordinateurs, etc. qui vont émettre le plus. Donc, une fois que nous avons maintenant ces terminaux, donc nos téléphones, nos ordinateurs dans nos mains, on va voir quel est l'impact carbone et les différents impacts environnementaux de notre navigation sur Internet. Donc, pour le dire de manière crue et provocante, cliquer est polluer. Donc, polluer dans le sens d'une pollution environnementale en tout genre et en termes d'empreinte carbone. Je veux bien que tu tournes. Voilà. Pour un peu introduire cette notion de navigation sur Internet, si on a un petit diagramme du Shift Project qui représente le flux mondial de données par type d'usage. Et on voit que 80% des usages en termes de données sont représentés, correspondent à des vidéos. Donc 60%, ce sont des vidéos online, donc les vidéos dites en streaming. Donc, on a la vidéo à la demande, la pornographie, YouTube et les réseaux sociaux. Et puis, 20% pour les autres vidéos, donc par exemple le télétravail, la vidéosurveillance, ce genre de choses. Et puis, les 20% restants de ce flux de données, ça correspond à tout ce qui n'est pas donc, la vidéo, donc les sites web, les mails, les jeux vidéo, les clouds, voilà, etc. Et donc, en fait, on va regarder, donc on a une diversification et une intensification de ces usages. Tout cela, on ne le faisait pas encore il y a 10 ans. Et donc, cela, en fait, engendre une explosion du volume des données échangées. Donc, ce qu'on appelle le big data. Hein. Donc, c'est ce qu'on voit sur ce diagramme. Donc, on voit, en fait, en 2010, on échangeait dans le monde 2 zeta-octets
de données. Donc, le zeta, c'est un nombre, c'est un préfixe qui correspond en fait à 21 zéros. Voilà, donc c'est pas un préfixe souvent, c'est comme gigaoctet, sauf que là, avec 10 puissance 9, là c'est zetaoctet avec 21 zéros derrière. Et on voit qu'entre 2010 et 2035, on va avoir une augmentation exponentielle du volume de données créées et échangées dans le monde, avec à peu près un doublement de tous les 3 ans. Et donc, pour vous donner un ordre de grandeur, en 2035, il y aura 2000, à peu près, on estime qu'il y aura 2000 zeta-octets créés. En fait, ça correspond, donc c'est assez incommensurable, un temps de zéro, mais ça correspondrait en fait au stockage, à la capacité de stockage de 400 000 milliards de DVD, ce qui est absolument énorme. Et donc, J'ajoute juste une petite précision. Il faut savoir qu'en 2010, il n'y avait que 1 milliard connectés. Ils estiment qu'à peu près en 2025, 2025-2030, il y en aura 48 milliards. Et donc, merci. Et donc, le point commun pour fabriquer, pour voir nos vidéos et pour naviguer sur Internet en général, on a besoin d'infrastructures, donc des centres de données, les fameux data centers dont on parle très souvent, et puis les infrastructures de réseau. Par exemple, des antennes relais, des câbles en cuivre, des box Wi-Fi, la fibre optique, etc. Et le point commun à ces équipements, à ces infrastructures qui nous permettent la navigation, est qu'on a besoin d'électricité pour les faire fonctionner. Or, dans le monde, donc là, c'est des données qui datent de 2019, on a 60% de l'électricité mondiale qui provient de la combustion d'énergie fossile. Donc 3% de pétrole, 23% de gaz naturel et 36% de charbon. Donc cette électricité, 60% de l'électricité produite dans le monde en 2019 émet fortement des gaz à effet de serre. Donc si on revient sur la slide d'avant, cela explique pourquoi 14% des gaz à effet de serre du numérique mondial sont émis par les centres de données, donc les fameux data centers, dont on utilise par exemple pour tout ce qui est les clouds, ou toute recherche sur Internet nécessite des data centers. Donc 14%, finalement, ce n'est pas tant que ça par rapport à la place qui leur est accordée dans les médias ou dans les discussions, parce qu'on parle souvent du système de refroidissement ou de la capacité de la consommation énergétique de ces centres de données. Mais finalement, 14%, ce n'est pas la part attendue, la part attendue en termes de gaz à effet de serre. Et puis, les réseaux, eux, vont émettre 16% des gaz à effet de serre du numérique mondial. Donc, pour conclure, pour vous faire comprendre en fait, dans cette partie, ce qu'on veut dire, c'est que plus on va regarder de vidéos, en fait, on va regarder des vidéos, on va échanger, on va créer de la donnée, et chaque octet créé va nécessiter des infrastructures de réseau et des data centers qui vont avoir besoin d'électricité pour fonctionner. Et vu que cette électricité est produite principalement par des combustibles fossiles qui vont émettre des gaz à effet de serre, on peut dire qu'il y a un lien direct entre la donnée et la quantité de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère. Donc, comme vous l'a très bien dit, regarder des vidéos pollue. Là, on a un exemple concret d'une application développée par le Shift qui s'appelle Mobile Carbon Analyzer. Et en fait, cette application, vous la mettez en route et ensuite vous naviguez normalement et elle va vous donner des indicateurs pour que vous ayez une idée de qu'est-ce que votre navigation a comme impact. Donc là, on peut le voir sur le premier screen. On voit un peu en trafic du jour derrière, un peu en gris, 1,65 gigaoctets. Donc, c'est pas beaucoup. Quand on regarde le tableau à côté, 1,65 gigaoctets, c'est entre de la 720p et de la 1080p regardée pendant 1 heure. Eh bien, rien que ça générerait, selon le Shift, 76 kg d'équivalent CO2 sur une année. Donc, si sur une année, on fait ça tous les jours, on fait transiter autant de gigas tous les jours, c'est ce que ça ferait. Et on a un autre exemple sur la droite de 3,76 gigas, une autre analyse, où là, on voit que ça correspondrait à environ 170 kg d'équivalent CO2. Donc, ça montre bien et ça fait comprendre qu'il faut s'interroger justement sur la puissance
de notre navigation et surtout de nos vidéos, parce que comme on l'a vu, c'est 80% pardon, du trafic Internet, pour éviter au maximum de polluer, parce que, petite précision, un téléphone à sa fabrication, c'est à peu près 76 kg d'équivalent CO2, 75, pardon. Donc, si on prend le premier screen, c'est quasiment égal. Donc, ça ferait un rapport 50-50, 50 production et 50 utilisation. Utilisation plus navigation, parce qu'on l'a vu, utilisation, c'est surtout juste recharger. Donc, là où normalement, quand on parle juste de l'usage, donc juste du rechargement, on est sur à peu près, pour un téléphone, comme c'est petit, ça ne consomme pas beaucoup d'électricité, on est sur un 94 fabrication, 6% usage. Quand on l'utilise, quand on va naviguer, on est plus de l'ordre d'un 50-50. Et c'est une vidéo du Shift sur YouTube qui l'annonce. Et on peut le constater ici. Et donc, on a quelques ordres de grandeur à vous proposer. Pour la VOD, donc Netflix et Prime, quand vous allez les regarder, vous allez directement accéder au data center en Amérique qui justement héberge l'entreprise Netflix. Et les vidéos ne vont pas se télécharger sur votre ordinateur, c'est vous qui allez les regarder comme ça, sans avoir besoin de les télécharger. Et du coup, ça a tellement d'impact en termes d'électricité et donc de gaz à effet de serre généré, que c'est autant de gaz à effet de serre que le Chili, soit 100 mégatonnes de CO2. Et si on prend toute la vidéo en ligne, c'est l'équivalent de l'Espagne, 300 mégatonnes de CO2. Un autre ordre de grandeur, l'empreinte environnementale du numérique, c'est 2 à 3 fois celle de la France. Donc, ça fait quand même, c'est assez colossal. Et la facture numérique mondiale, la facture électrique du numérique mondial, c'est 10%. Donc, on l'a vu, la fabrication, c'était à peu près 40%. Là, sur l'usage, on est à 60%. Parce que justement, quand on utilise le téléphone, faut vraiment comprendre que ce n'est pas juste recharger, mais qu'il y a les réseaux, les data centers qui vont jouer et qui auront un impact plutôt important. Et donc, on va finir, il nous reste encore un peu de temps, mais maintenant, on va parler que notre téléphone ne fonctionne plus. Qu'est-ce qu'on va en faire de ce téléphone et comment limiter les empreintes les impacts environnementaux lorsque notre téléphone ne fonctionne plus. Alors, on va vous encore envoyer un lien sur le chat. Et Ouais, donc, je vous allez l'envoie. dire. Et donc, la question, c'est quand on vous dit obsolescence, à quoi pensez-vous? Alors, ça, hop, tac. Alors, j'active la question. Hop, normalement, vous pouvez répondre. Alors, il y a fin de vie, programme, économie linéaire, déchets, Apple, société de consommation, programmée, donc obsolescence programmée, gâchis, frustration, arnaque, société de consommation. N'hésitez pas à en mettre plusieurs si vous avez plusieurs idées, hein, ça annule pas la précédente. Arnaque. Ouais, donc là, on est effectivement, on a des termes, soucis techniques mineurs, ouais, ça c'est intéressant. Nouvel achat. Je crois que ça continue encore. Hein. Pour le moment, ce qui ressort le plus, c'est programmé pour le moment. Fin de vie, arnaque, ouais, c'est les trois qui ressortent le plus. Gâchis, ouais, gâchis, le gâchis il revient un peu aussi. Ouais. Je pense que c'est bon là, ça sort plus. Il n'y a pas d'autres mots qui sortent. Ouais. Alors, attends, je remets le diapo. Attends, je vais juste stopper la question. Voilà, hop, je remets le diapo. Tac. Donc, on va vous illustrer les différents types d'obsolescence dont vous avez très bien senti, hein, vous en avez parlé de ces types d'obsolescence. Tout d'abord, il y a l'obsolescence qu'on va dire logicielle. Donc, en fait, on va rendre notre appareil incompatible par l'installation d'une mise à jour d'un logiciel
Voilà. Donc, par exemple, il y a une plainte fin 2017 de l'association qui s'appelle HOP, c'est-à-dire Halt à l'obsolescence programmée, qui a mis en cause Apple d'un ralentissement des iPhone 6 et des iPhone SE avec une mise à jour d'iOS, donc c'est la mise à jour 10.1.2, et en fait, au même moment de la sortie de l'iPhone 10. Donc voilà, c'est un peu louche. Et du coup, l'association a gagné et le parquet en fait a fait payer une amende à Apple de 25 millions d'euros. Et ça, c'est une première dans le monde. Alors, sauf que le motif n'était pas un motif d'obsolescence, mais un motif de tromperie de consommateur. Bon, c'est quand même une victoire pour l'association. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'obsolescence technique. En fait, c'est ce qui va rendre l'appareil impossible à réparer. Donc, par exemple, dans les téléphones, certaines pièces vont être collées, donc ça va être impossible à détacher et réassembler pour les remplacer. Ou puis, alors, vous pouvez avoir une réparation qui est trop chère, ou des pièces qui ne sont plus disponibles à la vente, donc qui auraient pu être changées, mais vu que notre appareil, on l'a gardé un peu trop longtemps, il serait bien temps de le changer. Parce que la pièce justement n'est plus disponible. Ensuite, le troisième type d'obsolescence, c'est une vente à bas prix en fait, au détriment de la qualité. Donc, je pense que vous avez tous, peut-être dans votre jeunesse ou même encore maintenant, acheté en fait des sortes de gadgets électriques, électroniques à très bas prix. Donc, on va les utiliser fois, deux fois, trois fois. Et la quatrième fois, ça ne fonctionne plus. Qu'est-ce qu'on en fait? On les jette, en fait. Et ça, c'est lié à une mauvaise qualité, à une fabrication avec des matériaux de basse qualité. Ensuite, il y a un type d'obsolescence, dont on parle de plus en plus souvent, hein, donc je pense que vous connaissez ce terme, c'est le greenwashing. Donc, certaines entreprises vont détourner l'argument écologique. Donc, il y a du greenwashing désormais absolument partout, dans le métro, à la télé, à la radio. Voilà. Donc, en général, quand on vous dit acheter, c'est bon pour la planète, en général, alerte greenwashing, petit conseil. Et donc, par exemple, dans le cas du numérique, on va vous dire de changer d'appareil, car celui que telle entreprise vient de sortir consomme moins. Voilà. Sauf que là, comme on l'a vu, la fabrication émet beaucoup de gaz à effet de serre. Et voilà, donc, autant peut-être finalement garder son appareil 1 an, 2 ans en plus. Et puis, le type d'obsolescence qui fait principalement mouche, j'ai envie de dire, c'est l'obsolescence psychologique. Donc là, chaque année, on va avoir des nouveaux téléphones, on va avoir des nouveautés. Chaque marque va avoir son nouveau produit. Donc là, je crois qu'on en a l'iPhone 12, avec à chaque fois des innovations plus ou moins majeures, hein, mais qui sont dans les tendances actuelles, tendances de l'époque. Et ces innovations vont être mises en valeur par une campagne de marketing et de publicité agressive et omniprésente. Et donc, en fait, c'est pour cela que même à cause de tous ces types d'obsolescence, que finalement 90% des Français et des Françaises, en fait, achètent un nouveau téléphone, même si celui qu'ils avaient avant fonctionne encore. Voilà. Et donc, imaginons donc, si notre téléphone donc, a succombé à l'obsolescence programmée, ou s'il est mort, entre guillemets, d'une mort naturelle, qu'est-ce qu'on en fait? Quelle est la meilleure solution? Alors, vous allez me dire, le recyclage. Effectivement, c'est le recyclage. En revanche, il y a des problèmes. Le recyclage ne permet pas de... voilà, il y a des limites au recyclage, disons. Le premier problème, c'est que c'est des problèmes techniques du recyclage. Certains métaux ne sont pas efficacement, il n'y a pas vraiment de méthode de recyclage adaptée. Donc, par exemple, pour le titane ou le fer, hein, c'est ce qu'on voit sur ce tableau périodique des éléments, où on a donc, en bleu là, le titane, le fer. Donc, ce sont des métaux qui sont très bien recyclés, à plus de 50%. Mais on voit que, par exemple, de tous les métaux, tous les éléments en fait en rose sont très mal recyclés, hein, donc c'est un recyclage qui est quasiment nul, à moins de 1%. Donc c'est le cas par exemple des terres rares, hein, tout en bas du tableau périodique. Et l'autre problème, c'est le problème d'argent, donc un problème de rentabilité. En fait, on sait recycler les terres rares. Ah non, non. Ah, pardon. On sait recycler les terres rares, mais par 2010,
en fait, il y a eu en 2010 ce qu'on appelle le boom des terres rares. Il y a eu, bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais il y a eu un embargo de la Chine, ça a augmenté le cours des terres rares, et donc voilà, ce qu'on appelle le boom des terres rares, du coup. Et donc, ça a entraîné l'éclosion d'une usine près de La Rochelle, l'usine Solvay, qui en fait traitait, qui recyclait ces terres rares. Mais en fait, en 2016-2017, l'usine a fermé parce que ce cours des terres rares avait diminué, et donc ce processus de retraitement n'était plus rentable. Voilà. Donc, il y a des histoires de technique et de rentabilité. Et tout simplement, un des problèmes à la source du recyclage, c'est la collecte. Donc, si on ne collecte pas, si les éco-organismes ou si nous, le consommateur, ne ramenons pas nos objets non utilisés, qui ne fonctionnent plus, bien sûr, on ne va pas pouvoir les recycler. Et c'est pour ça que finalement, que moins d'un tiers des DEEE, donc c'est les déchets d'équipements électroniques et électriques, qui sont recyclés dans le monde. Donc c'est très peu. Le reste, donc il y a un tiers environ, un peu moins d'un tiers qui finit incinéré ou enfoui. Et puis, il y a 50% qui est envoyé à l'étranger, donc en Afrique et en Asie, de manière tout à fait illégale sous forme de dons. Donc, c'est tout simplement parce que c'est moins coûteux de les envoyer que de les traiter, par exemple en France ou en Europe. Et puis, comme ça, les impacts environnementaux ne nous concernent pas, ça concerne les autres pays à qui on a envoyé ces déchets. Et puis, une fois là-bas, ces déchets, donc, ils vont être réutilisés, ou alors on va, comme le fait sûrement, là on voit un enfant en fait, qui tient un écran d'ordinateur ou un écran de télé, donc on va sûrement extraire les métaux ou les constituants les plus valorisables qui peuvent permettre en fait d'obtenir un peu d'argent pour les revendre et afin de gagner un peu de sous. Mais finalement, à terme, la fin de vie de ces objets est de finir dans des décharges sauvages. Et d'ailleurs, ces décharges sauvages constituent un business pour certains groupes armés en Afrique. Donc voilà, donc tout ça pour dire que alors c'est compliqué d'évaluer la seconde vie ou la fin de vie des terminaux du numérique. Donc la meilleure chose qui serait à faire, ça serait de revaloriser tous les constituants et les métaux de nos appareils par le recyclage. Donc on a vu les différents problèmes qui étaient associés. Et si on revalorisait en fait tous ces métaux, ces constituants, ça permettrait de diminuer l'impact environnemental de l'extraction. Parce qu'on n'aurait pas besoin, en quelque sorte, excusez-moi du terme, mais taper dans les matières premières directement dans le sous-sol de la Terre, au lieu d'utiliser ce qu'on appelle les mines urbaines. Donc c'est les déchets électroniques. En fait. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas estimer en fait, quel est l'impact des gaz à effet de serre du numérique qui sont évités, qui pourraient être évités par la revalorisation de ces terminaux. Donc voilà, là on en a fini avec les différentes phases du cycle de vie. On va vous poser une question sur la sobriété numérique. Donc, qu'est-ce que la sobriété numérique vous évoque? Donc, je vais vous remettre le lien une dernière fois et vous allez pouvoir répondre encore une fois sur le site. Je vous remets le code aussi. Hop, voilà. Et je vais activer la question. Hop. Voilà, vous pouvez mettre les mots qui vous viennent à l'esprit. Alors, il y a un petit rigolo à chaque fois qui met le code en fait dans les mots. C'est très drôle ça, dis donc. Alors, donc, on a pas mal de choses intéressantes. Du coup, décroissance. Le premier, c'est décroissance qui ressort. Après, on a utopie, réparation, moins, ouais. Pas d'achat neuf, ouais. Mode sombre, c'est très bien tout ça, ouais. On a plein de mots intéressants. Super. Ok.
ben, on va pouvoir continuer. Hop, je reviens sur le diapo. Et du coup, bah, effectivement, la décroissance et autres synonymes, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il faut faire moins, même si on pourrait faire plus, en fait. C'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire. Et je pense que c'est vraiment un fait qu'il faut que l'humain comprenne dans énormément de domaines. C'est qu'il faut vraiment pas le faire parce qu'on peut, mais parce que c'est utile, parce que c'est vital, parce que vraiment ça apporte beaucoup. Voilà, qu'on pèse un peu le pour et le contre, et que bah, si c'est positif, on le fait. Donc, on va vous donner des petites pistes euh, justement pour faire moins. Et faire moins, ça ne veut pas dire que vous allez, comment dire, ça veut pas dire que vous allez moins profiter, par exemple, d'une vidéo si vous baissez la qualité. Ça dépend. Évidemment, je ne vous demande pas de passer en 144 parce que là, c'est sûr, vous allez voir 4 pixels et ça va faire mal aux yeux. Mais pour avoir moi-même testé, la 480, c'est tout à fait confortable. La 360, ça dépend. La 360, si vous regardez comment dire, si vous suivez des cours sur YouTube, ce genre de choses, où vous regardez voilà, des textes où ça peut être écrit un peu petit, là, ça va être compliqué parce que ça va être dans l'ordre du détail. Mais pour les vidéos où vous écoutez quelqu'un parler, que c'est surtout le sujet qui vous intéresse et pas forcément justement de lire quelque chose, la 360 ou la 480, pardon, donc ça dépendra de la situation, et ben, c'est parfait. Et il faut surtout éviter, on peut aller jusqu'au 720, mais il faut surtout éviter l'Ultra HD, la 4K, la 8K qui arrive bientôt, toutes ces choses-là qui font consommer énormément, mais vraiment, c'est incroyable. La différence déjà entre la 720p et la 4K, c'est un facteur entre 4 et 4 et 8, quelque chose comme ça. Donc, si on prend de la 360 à la 4K ou de la 480 à la 4K, l'écart, il est vraiment incroyable. Et après, trois autres petites pistes qui sont un peu moins importantes parce qu'on le redit, la vidéo, c'est 80% du trafic. Les recherches web, c'est mieux si on va directement sur le site, qu'on met en favori ou qu'on entre directement l'URL. Parce que si vous voulez, à chaque fois que vous allez faire Internet, vous allez aller sur Google, hop, ça va aller chercher l'hébergeur de Google. Ensuite, ça va vous renvoyer l'info. Vous allez taper quelque chose, hop, ça va envoyer l'info encore une fois à un certain endroit de la planète. L'info, elle va revenir. Du coup, là, ça va vous afficher les résultats. Et enfin, vous allez cliquer sur celui qui vous intéresse et ça va encore retourner chercher une info. Donc, ce qui se passe, c'est que si vous utilisez les favoris, vous allez demander à l'info d'aller une seule fois d'aller une seule fois sur le centre hébergeur et de revenir, et non pas 4 fois. Donc, ça consomme 4 fois moins d'énergie d'aller directement sur le site. Et ça peut paraître pas beaucoup, mais si c'est fait par des milliers, des millions, des milliards d'utilisateurs, et ben, tout de suite, ça commence à faire des quantités de données énormes. Bon, les emails, je vous en parle aussi rapidement. CleanFox, c'est un site qui permet de se désinscrire à des newsletters et qui sensibilise au vidage de la boîte mail. Parce qu'encore une fois, c'est un impact, ce stockage, c'est stocké sur les data centers. Et si vous ne le nettoyez pas de temps en temps, eh ben, au fur et à mesure des années, ça commence à faire vraiment quelque chose d'assez important. En moyenne, sur 5 ans, on va émettre 140 kg de CO2 équivalent avec tous les mails qui sont stockés, si on les nettoie jamais. Donc, c'est assez gros. Et puis, les réseaux sociaux, là, c'est plus dans l'idée de justement ne pas se faire avoir par le marketing qui veut justement, en gros, qui met de l'argent sur votre attention. Donc, votre attention, elle vaut de l'argent et plus ils vous gardent attaché à voilà, à ce qu'ils proposent tout simplement, plus, eh bien, voilà, ils vont s'en frotter les mains. Donc, on essaye d'éviter de leur donner cette satisfaction. On peut enlever l'autoplay qui va éviter d'enchaîner les vidéos. D'ailleurs, ça marche aussi sur Netflix et YouTube, hein.
qui ne va pas enchaîner la vidéo une fois que vous aurez fini celle que vous regardiez. Et le scroll infini, bon, ça vous connaissez sur les réseaux, on peut descendre autant qu'on veut. Et bien là, ça va le désactiver aussi. Donc maintenant, je vais vous parler de l'achat. Donc, on l'a vu, acheter un produit nouveau, ça nécessite des ressources. Et donc, le plus efficace, c'est d'éviter d'acheter. Alors, quand on a envie d'acheter quelque chose, il y a deux scénarios qui s'offrent à nous. Soit c'est une envie, soit c'est un besoin. Donc, très souvent, l'envie, elle sera liée à l'obsolescence psychologique qu'on a vu précédemment, qui signifie que, bah, voilà, on va par exemple se balader, on va regarder dans une vitrine, et on va voir, je sais pas, on va voir, bah, hop, que un nouveau téléphone est sorti. Nous, on avait l'ancien, on se dit, bon, bah, l'ancien, ça fait déjà, je sais pas, ça fait 6 mois que je l'ai, il me va plus trop, bah, j'aimerais bien acheter le nouveau. Donc là, c'est une envie soudaine et c'est une sorte de pulsion, entre guillemets. On a envie d'avoir la chose tout de suite, ou en tout cas dans un délai très court. Mais il faut vraiment essayer de se poser la question et de se demander pourquoi je le veux, ou alors si vraiment on le veut parce que juste ça nous fait plaisir, eh bien plutôt détourner cette envie et la canaliser sur autre chose, quelque chose qui nous fait plaisir, mais, euh, mais justement bah, qui ne fait pas d'impact, ou peu d'impact. Donc, je dis un truc comme ça, mais je ne sais pas si sur le moment vous avez envie, peut-être que si vous vous dites, bon, j'attends 2 heures et ensuite je me repose la question, bah, comme vous serez plus devant le magasin, peut-être que là vous vous direz, bon, finalement c'est un peu cher, l'autre fonctionne encore, bon, je vais peut-être attendre un peu. Alors déjà, ça vous fera économiser pas mal d'argent parce que bah, ce qu'on n'achète pas, forcément, c'est de l'argent qui ne sort pas. Et, euh, et donc, si c'était une envie et qu'on l'a écarté, ça peut aussi être un besoin. Donc le besoin, c'est surtout quand le produit, par exemple, notre produit fonctionne plus, on en a besoin pour travailler, ou voilà, ça peut être plein de choses. On se pose la question, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est fondamental? Est-ce que je ne peux pas faire autrement? Donc c'est utile, c'est nécessaire. Si oui, on passe à l'étape suivante, on identifie notre besoin. Par exemple, si notre besoin c'est d'acheter une télé, bah, parce que voilà, on n'en a pas, on aime bien, voilà, on aime bien regarder la télé, eh bien, on va se demander, bon, par exemple, je vis seul, quelle taille je prends? Est-ce qu'on va prendre une télé qui fait 75 cm de diagonale ou est-ce qu'on va prendre la télé à 150 cm de diagonale? Eh bien, encore une fois, il faut essayer de se demander, bon, est-ce que franchement, ça me garantit un confort, enfin, ça m'offre un confort accru et vraiment non négligeable si je prends l'énorme télé qui va prendre beaucoup de place et qui va surtout consommer 4 fois plus que celle qui fait moitié moins en diagonale. Et aussi, il y a la fabrication, donc beaucoup plus d'émissions parce qu'elle est plus grosse. Donc voilà, il faut se poser la question, savoir de quoi on a besoin et savoir de quoi on peut se contenter. Une fois qu'on a identifié le besoin, on passe bah, à l'achat tout simplement, d'occasion ou neuf. Et là encore, bah, il y a des choses à prendre en compte. Il faut savoir que acheter d'occasion, donc par exemple reconditionner sur le bon coin, etc., back market, tout ça, enfin, vous connaissez, on pourra vous donner des pistes. Eh bien, ça permet l'emploi local de personnes et c'est durable parce que tout ce qui est créé, bah, ça peut être réutilisé, donc on va pouvoir le garder dans le pays et on va pas payer des gens à travailler ou même exploiter des gens sur la phase de fabrication, assemblage, etc., transport, bah, parce que le produit sera déjà chez nous. Donc, ce sera plus simple de le réparer voilà, dans un atelier adapté. Et selon l'Institut Fraunhofer en Allemagne, la remise à neuf d'un téléphone, ça permet d'économiser à peu près 15 kg de matières premières et éviter l'émission de 58 kg de gaz à effet de serre. Dernière info, on peut essayer juste, comme je l'ai dit, de garder l'appareil un peu plus longtemps. Si on garde son téléphone 1 an de plus, ça permet de réduire l'empreinte carbone d'un tiers. Donc encore une fois, il faut se poser les questions. Il faut se poser les questions mentales de bah, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Enfin, si on achète neuf,
Ça peut arriver notamment pour les produits comme les frigos, les machines à laver, ce genre de produits où, au fur et à mesure des années, ils consomment de moins en moins à l'année. Alors, du coup, ça dépendra vraiment des situations. Mais par exemple, un frigo qui aura, je sais pas, qui sera déjà à 6, 7, 8 ans, c'est mieux, c'est plus rentable de finir sa durée de vie qui est, je crois, jusqu'à 10 ans que d'en acheter un nouveau parce qu'on l'a déjà depuis un certain nombre d'années. Oui, il consomme 300 kWh par an, là où un nouveau est à 150 environ. Mais si on achète un nouveau maintenant, ça veut dire que l'empreinte carbone, on la diminue pas au maximum. Donc après, ça dépend des situations. Mais si on décide d'acheter neuf, il faut quand même le faire d'une bonne manière en respectant justement les labels de forêt durable. Euh, donc, enfin, voilà, forêt durable. Après, on voit, j'ai mis le logo aussi, je ne sais plus comment il s'appelle, mais pour les énergies, pour avoir un indice. Et puis pour les vêtements, etc. Et enfin, après l'achat, on va en prendre soin, le protéger, l'entretenir, le mettre en économie d'énergie, même l'utilise pour justement qu'il dure le plus longtemps possible, qu'on le recharge le moins souvent. Voilà. Et donc, on a bientôt fini hein, la présentation, un peu moins de 5 minutes. Et donc, Arnaud a un peu parlé de tout ça, mais on va vous donner maintenant quatre trucs, en quelque sorte, concrets, qui vont permettre au quotidien de réduire votre impact carbone environnemental, votre empreinte carbone en l'occurrence, au quotidien. Donc, on essaie d'hierarchiser ces actions. Donc la première, donc on vous l'a dit, je pense que vous avez compris, c'est l'utilisation le plus longtemps possible de ces équipements sans se suréquiper. La deuxième action, c'est le débranchement de ces équipements non utilisés. Donc par exemple, si on débranche la nuit lorsqu'on part en vacances la box Wi-Fi, ça permet d'économiser sur une année à peu près 15-20 euros. Et il faut savoir aussi que c'est assez important. Donc, après, on pourrait dire que la mise en veille, voilà, on pense que la mise en veille, finalement, on consomme beaucoup moins, que c'est la solution miracle. Donc, la mise en veille, c'est très bien lorsqu'on prend une pause café de 5 minutes. En revanche, en fait, tous les appareils qui sont mis en veille correspondent en 10% de la consommation énergétique moyenne que l'on a sur une année. Donc 10%, c'est énorme hein, en termes de consommation, chaque demi-degré, lorsque chaque fraction de degré compte. La troisième action, ça va être d'éviter la navigation sur les réseaux mobiles, donc la 4G, et puis maintenant la 5G. Donc il y a certaines études qui montrent que naviguer sur ces réseaux mobiles consomme à peu près en énergie 20 fois plus que en Wi-Fi. Donc voilà, donc si vous êtes dans le métro, pas la peine, vraiment une vidéo que vous voulez voir, peut-être que vous pouvez attendre 10-15 minutes avant de rentrer chez vous et de regarder cette vidéo, ou tout simplement, si vous prenez les transports assez longtemps, vous téléchargez sur votre appareil votre série ou votre film sur le réseau Wi-Fi, et comme ça après vous regardez ce qui est déjà téléchargé dans votre appareil. Et puis, quelque chose d'assez simple hein, et assez facile d'utilisation, éviter de stocker sur des clouds, donc Google Drive, Dropbox, j'en passe, mais plutôt utiliser des outils en local, donc par exemple les disques externes, et puis bien sûr les clés USB. On t'entend pas parce que tu n'as pas mis le son. Oui, pardon, je parlais tout seul. Donc, je disais, pour finir cette présentation, on a choisi de mettre en avant cette phrase en rouge. Au-delà de tout cela, il faut surtout questionner ses usages. Bon, je vous en ai déjà parlé avant, je ne vais pas m'attarder longtemps là-dessus, mais c'est surtout questionner ses usages. Pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est pertinent, je ne sais pas, d'enchaîner les vidéos alors que de base, on voulait en regarder une seule précise? Voilà, après, on peut appliquer ça à tous nos usages pour essayer d'être le plus, comment dire, le plus neutre possible en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et comme l'a dit Frédéric Bordage, que je cite, spécialiste du numérique responsable, que souhaitons-nous faire de nos dernières ressources en numérique? Le numérique est une ressource critique non renouvelable en voie d'épuisement puisqu'il est fabriqué à partir de minerais. Perdre le numérique, c'est catastrophique. Il nous reste moins d'une génération de numérique devant nous, donc il faut faire des choix.
est-ce que l'on veut regarder des vidéos en Ultra HD en 8K ou est-ce qu'on veut utiliser les dernières ressources pour un avenir enviable? Quand il dit ça, il fait surtout référence au numérique, notamment médical, qui est indispensable pour les IRM, notre santé en général. Et il y a énormément d'autres secteurs où le numérique est utile et où il faut le préserver. Et on s'arrêtera avec la citation de Henri David Thoreau, un philosophe naturaliste qui disait un homme est riche, pardon, de ce dont il peut se passer. Donc, merci beaucoup pour votre attention et puis on va passer aux questions du coup. Merci Arnaud et Quentin. J'avoue que là, j'ai un peu du mal à vouloir remettre la caméra. T'es pas obligé. Je vais m'en passer. Je pense que ça a peu de valeur ajoutée, au final. Donc, on va peut-être en effet passer aux questions. À moins que vous voulez prendre une petite pause, mais je pense que peut-être étant donné qu'on a un petit peu débordé, peut-être qu'on fera sauter ça. Ouais, moi ça me va qu'on passe aux questions maintenant. Très bien, super. Merci. Oui, moi aussi. Très bien. Alors, je vais les prendre dans l'ordre en fonction du moment dans lequel elles sont arrivées au fur et à mesure de la conférence. Première question de Nolwenn, qui faisait référence à un site qui s'appelle Fairphone. Je ne connais pas personnellement, mais question étant, est-ce que le Fairphone ou initiative équivalente pourrait être une alternative durable au smartphone traditionnel, ou bien faudrait-il renoncer complètement au smartphone? Alors Quentin, est-ce que tu veux répondre? Je peux faire un début de réponse. Après, moi, c'est une opinion qui est tout à fait personnelle. Je n'ai pas d'objectif. Non, moi, je pense que le Fairphone, c'est considéré comme une alternative pas durable, mais je dirais relativement plus durable. Donc, effectivement, c'est des minerais. Après, peut-être dans le sens éthiquement. Alors, est-ce qu'une mine éthique existe? Ça, c'est une bonne question. Après, une mine verte, ça n'existe pas. Voilà, ça c'est sûr et certain. Quoi qu'il arrive, il y a des processus avec d'extraction qui sont très très polluants et qui sont traités, plus ou moins bien traités, parfois rejetés dans la nature. Bon, donc c'est durable au sens éthique, mais pas forcément environnemental. Voilà. Où faut bien renoncer complètement? Alors non, sinon pas renoncer au smartphone, mais pour moi les premiers conseils, faire en premier, c'est de garder son téléphone le plus longtemps et puis acheter en reconditionné. Et j'ajouterais juste un truc pour le Fairphone, c'est qu'au moins ils évitent, ils ne participent pas à l'extraction de minerais dans des pays où justement, eh bien, les travailleurs sont exploités, ou en tout cas au maximum. Mais je crois vraiment qu'ils y participent pas du tout. Donc ça, c'est déjà un gros plus. Mais après, il vaut quand même mieux que acheter reconditionné parce que du coup, on va vraiment pas du tout participer à cette extraction, du coup à ces processus. Donc, vaut mieux acheter même un iPhone reconditionné que un Fairphone neuf en fait. Je pense que c'est bien mieux. Parce qu'une fois que c'est sur le marché, je dis pas qu'il faut l'acheter, parce que là, on participe du coup au marché. Mais l'acheter, en tout cas, reconditionné d'occasion, etc. Voilà. Et puis aussi faire attention de ne pas acheter chaque année un smartphone reconditionné. Du coup, là, on aurait un effet rebond. On achèterait plein de choses reconditionnées, mais finalement, l'effet du reconditionnement serait limité par le fait qu'on en achète beaucoup trop. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Deuxième question qui vient de Claire. Alors, il vaut mieux télécharger ces films avant de le regarder? Point d'interrogation. En fait, ça va vraiment dépendre si ton film, tu vas le regarder beaucoup de fois ou pas. Parce que le téléchargement, pour le coup, ça demande pas mal d'énergie. Mais ça peut être rentable si effectivement tu comptes le revoir plusieurs fois. Mais après, je sais pas c'est à partir de combien de fois. Je sais que si tu regardes pas mal de fois, c'est rentable. On parle pas de 100 fois non plus, mais voilà, je sais plus, il faudrait se renseigner. Donc voilà. Ouais, si c'est ton film préféré, je pense que tu peux le télécharger. Ouais, par exemple. Très bien. Question d'Elisa. Je n'ai pas compris la différence entre les 14-16%, à savoir électricité pour les infrastructures, et les 60% sur l'usage du numérique. C'est possible de revenir dessus?
Ouais, en fait, l'usage, si tu veux, Elisa, tu vas avoir, on a dit 60%, ça va être l'usage. Donc, c'est 30% les terminaux. Et parce que, par exemple, si tu veux, une télé, ça va consommer énormément, là où un téléphone en énergie, je parle pas de la navigation, hein, je parle vraiment en énergie électrique, enfin en électricité, pardon. Eh ben, le téléphone, il va rien consommer du tout. Donc, les terminaux, c'est 30% parce qu'il y a énormément de télé. D'ailleurs, petite info, on regarde Netflix en majorité sur la télé. Et les ordinateurs, les téléphones. Et après, on va voir 14%, ça va être les data centers et 16% les réseaux. Donc, le tout, ça nous fait un total de 60% lié à l'usage. Après, je ne sais pas si je réponds entièrement à ta question. N'hésite pas à repréciser si, ou si Quentin, tu as mieux compris, vas-y. Ah non, non, mais c'est exactement ça, hein, c'est ça. Elisa, d'ailleurs, enchaîne sur une autre question. Quelles sont les lois aujourd'hui en France de lutte contre l'obsolescence? Moi, je laisse sous les yeux. Quentin, tu peux aussi, si tu sais, vas-y, mais sinon, j'ai cherché en attendant un petit peu. Vas-y, vas-y. Moi, je l'avais noté dans un carnet, dans un de mes carnets. Et en fait, il y a une loi anti-gaspi. Euh, donc, ça permet. Bon, je pense que ça joue aussi sur l'obsolescence. En gros, c'est en cinq petites lois. L'indice de réparabilité, donc ça, on l'a vu, il commence à arriver dans les magasins. Donc, ça permet de savoir à quel point on va pouvoir réparer l'objet. Et justement, ça permet de lutter contre eh ben, comment dire, les revendeurs, les fabricants qui vont créer des objets, comme on l'a vu, soit pas très résistants, soit les pièces collées, soit pas de pièces détachées disponibles, etc. Le deuxième, justement, c'est lié aux pièces détachées. Il faut qu'elles soient disponibles pendant 5 ans minimum à partir du moment où l'objet est mis sur le marché. Il y a la mise à disposition de pièces issues euh, euh, d'éco. Alors, j'ai marqué, j'ai mal écrit, mais en gros, par les réparateurs de DEE, il faut que les pièces soient disponibles tout simplement pour pouvoir réparer les objets. Le quatrième, c'est l'interdiction de rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d'un appareil hors des circuits agréés. Et depuis le 1er janvier 2022, enfin donc pas tout de suite, pardon, les FAI, elles devront afficher une info sur la quantité de données consommées ainsi que l'équivalence CO2. Donc après, j'ai pas beaucoup plus d'infos là-dessus. Ils ont des idées pour lutter contre, mais en tout cas, ce qui est déjà mis en place, il n'y a pas énormément de choses. Notamment, il y avait, il Non, y avait une idée. Vas-y, Quentin, non, si tu sais. non, je voulais dire que l'indice de réparabilité, c'était en quelque sorte prévenir le consommateur que tel objet était réparable ou pas, donc il valait mieux acheter un objet plutôt qu'un autre, mais ce n'est pas, comment dire, le mot c'est pas restrictif, mais ce n'est pas contraignant pour les entreprises qui font de l'obsolescence. Donc c'est une dédouanisation en fait des personnes qui ont, c'est une loi française, donc de la France, vis-à-vis de ces entreprises en fait. En fait, on dit aux consommateurs de faire attention, mais on se dédouane. Voilà. Il n'y a pas de loi vraiment stricte à ce sujet. Je crois que j'avais vu un truc, c'était l'allongement de la garantie, justement pour éviter qu'au bout de, je sais pas, 6 mois, je crois que c'était 6 mois avant, mais je suis même pas sûr, hein. Je te dis ça comme ça, il faudrait qu'on vérifie. Mais je sais que la garantie a été allongée en tout cas pour les objets neufs. Donc après, de combien, je sais pas. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est une piste. On pourrait faire une slide là-dessus, une slide annexe qu'on pourrait mettre pour les questions de ce type. Bien, merci pour la réponse. Une nouvelle question de Alicia. Vous avez des infos sur la sobriété numérique versus le contexte législatif. Y a-t-il une prise de conscience à ce niveau pour aligner les études que vous avez mentionnées et ce qui va réellement bouger? Ça recoupe un peu avec la question précédente d'ailleurs. Tu as celle du Sénat. Quentin, tu m'as parlé de ça un petit peu, je crois. Il y Oui, avait un oui, truc. c'est une de nos sources là. Le Sénat en fait a émis un rapport d'information afin d'informer en fait l'empreinte environnementale du numérique. Donc il me semble que c'est le premier rapport du genre qui est fait en fait. Donc effectivement, il y a une prise de conscience qui a été établie.
Mais après, voilà, en termes d'actes concrets, pour l'instant, on est uniquement à la formation et à la prise de conscience. En termes d'action, pour l'instant, il n'y a pas Ouais, grand-chose. il y a eu beaucoup de rapports de faits, mais ils n'ont pas été beaucoup suivis, alors que pourtant, il y a des choses vraiment très simples, notamment alors, pour que justement les DE soient beaucoup mieux collectés, c'était de donner 10%, minimum 10% du prix de l'achat aux personnes qui ramenaient leurs produits en fin de vie. Et donc, ça permettrait de passer d'un taux de 15% de collecte à 80% minimum. Très bien. La question suivante de Claire. Un chargeur branché à une prise sans qu'un appareil ne soit en train de charger, vous savez si ça consomme de l'énergie? J'avais entendu ça, mais c'est quand même surprenant. Tout ce qui est branché, en fait, ça va consommer. Vraiment tout. Et même si c'est des petits trucs, même si c'est pas beaucoup, et ben sur une année, ça commence à faire pas mal. Ça fait, comme on l'a dit, ça fait 10% de ta facture électrique annuelle. Je crois qu'il y a un quiproquo. Arnaud. Ouais, vas-y. J'ai peut-être mal. C'est Il me un il chargeur me semble branché sans non lié à un ordinateur, je pense, dans la question. Ouais, mais c'est pareil. Ok. S'il est branché, il consomme. Ok, bah moi, je pourrais pas répondre, mais Tout ce ça qui me est donne. branché, ça consomme, hein. Tant que, même si c'est pas branché à ton ordi, en fait, c'est quand même branché à la prise et ça fonctionne. Enfin, ouais, ça fonctionne. Il y avait Esther qui avait posé une question, elle avait mis et sur le plan collectif / régulation, mais je pense que ça faisait référence à ce qui était dit en ce moment-là. Donc je ne sais pas trop. Régulation, ouais, c'est ce qu'on a dit. C'est vraiment, il y a vraiment très très peu de choses. C'est très timide. Moi, franchement, de tout ce que j'ai regardé comme info, j'ai rarement vu des choses là-dessus, quoi. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que ça continue de croître comme ça croît. Et s'il y avait vraiment eu des choses significatives, on serait pas à 6% par an, mais on aurait déjà commencé à réduire. Merci. Nouvelle question d'Alicia. Vous avez des conseils pour faire tenir plus longtemps nos appareils informatiques, téléphone, ordinateur et compagnie? Entre parenthèses, notamment la batterie. Quentin, si tu veux, moi je peux répondre aussi, mais je te laisse parler un petit peu si tu sais. Moi, je vais revenir sur cette histoire de chargeur branché. Du coup, j'ai regardé un peu là, mais je sais pas ce que ça vaut, hein. Si, c'est NJ, c'est sur le site de NJ. Apparemment, les chargeurs branchés à vide, ça consomme vraiment très peu d'électricité. On est en termes de l'ordre de grandeur, c'est du mini-watt. Et donc, les wattmètres qui permettent de mesurer ce qu'on a vraiment dans les prises de courant, ça ne prend même pas en compte l'unité de mesure, en fait. Donc, ça consomme, mais c'est infime, quoi. Voilà. Ça me tourmentait, excusez-moi. Ouais, mais faut pas oublier que c'est à l'échelle d'une planète. Donc, même si c'est infime, 0 fois 0, ça fait 0. Par contre, si tu prends un chiffre super bas et que tu le multiplies par quelque chose d'énorme, là, ça commence à faire beaucoup, quoi. Et du coup, pour répondre à la question d'Alicia concernant justement l'entretien, tout ça, tu peux faire durer beaucoup plus longtemps ton appareil si déjà, eh bien, tu le recharges avant qu'il soit en décharge profonde, en dessous des 20%, que tu ne le laisses pas charger quand il est chargé. Quand il est chargé à fond, tu ne le laisses pas charger. Donc, ça veut dire ne pas le mettre à charge avant de dormir, parce que sinon, ça veut dire que pendant toute la nuit, une bonne partie de la nuit, il va être à fond et il va continuer de charger. C'est aussi justement l'entretenir en le nettoyant, en le dépoussiérant. Bon, c'est pas tous les jours, hein, bien sûr, mais de temps en temps, quoi. Et éviter les chocs. Éviter les chocs. Il y a un chiffre pour les téléphones, c'est que 80% des réparations des téléphones, c'est l'écran cassé. Donc, mettre une coque, mettre un verre protecteur. Merci pour ta réponse, Arnaud. Une question de Baptiste. À l'heure où l'on valorise de plus en plus les modes de fonctionnement collaboratifs, plusieurs utilisateurs qui collaborent en même temps sur un même document, très consommateur en données, comment convaincre son boss qu'il faut revenir en arrière et quelles options alternatives proposer à la place? Non. Pas Euh, toute du, du coup, du coup, il a dit que les documents en commun, que c'était utilisé par son boss, c'est ça? J'ai pas tout compris. C'est ce qui sous-entend. À l'heure où l'on valorise de plus en plus les modes de fonctionnement collaboratifs, il fait référence, je suppose, à tout ce qui est Google Doc et Drive. Ouais.
très consommateur en données. Comment Alors là, convaincre son boss qu'il faut revenir en arrière? moi, j'ai pas trop la réponse là-dessus parce que c'est pour les entreprises, je sais pas trop. J'ai pas trop de solutions, mais je pense que dans les rapports du Shift, il y a des choses là-dessus. Moi, je me suis arrêté à notre usage à nous. Après, oui, dans les entreprises, je pense qu'il y a des pistes aussi. On pourra faire aussi Moi, une slide là-dessus pour en parler. C'est vrai que c'est intéressant. j'en sais rien non plus, moi, mais je me demande si c'est mieux finalement d'envoyer des emails ou pas. Après, ça dépend de la taille. Si c'est juste du texte, s'il y a des photos. Je pense que ça dépend vraiment de quel type de document ça concerne. Ouais, Question à creuser donc. Alicia, je suis d'accord. L'usage collaboratif, c'est quand même mieux que l'envoi de fichiers par mail à je sais pas combien de personnes en pièces jointes. Ouais, je pense aussi. Ouais. Nouvelle question de Mathilde. Est-ce que vous avez des infos sur les volumes de données numériques / trafic Internet en 2020? Parce que je suppose que ça n'a pas suivi les prévisions. Alors, Bah, ouais, vas-y, Quentin, vas-y. S'il te bon, plaît. moi, j'ai pas de nombre, mais l'étude là qu'on a montrée, elle datait de 2018. Or, en 2018, on ne savait pas qu'on allait avoir une pandémie en 2020, et il me semble que voilà, le trafic Internet a explosé en 2020. Donc, je pense que les données qu'on vous a montrées ont été sous-estimées. En général, pour avoir ce genre de données, il faut attendre un peu plus que 2-3 mois. Ouais. Ça marche pour toute industrie. Non, mais de toute façon, c'est juste certain en fait, parce qu'on n'a jamais autant utilisé déjà tout ce qui est visio, et même en général, on avait plus de temps chez soi, donc forcément, on a passé plus de temps dessus. J'ai vu des études là-dessus pour les enfants, que justement, leur temps passé sur Internet, sur les écrans en général, il avait largement augmenté. Donc, logique. Vive Twitch. Et c'était la dernière question, sauf erreur de ma part. Ok, super. En tout cas, merci. Merci à vous tous d'être passés. Merci aux deux intervenants. Sachez que vous pouvez retrouver l'enregistrement de la conférence sur YouTube dans un futur proche. Et il me laisse en tout cas encore une fois remercier les intervenants. Merci d'avoir suivi la conférence. Et dans un futur proche pour une cinquième conférence Jacques PSL. Et merci à toi, Olivier, pour l'animation aussi Avec plaisir. de la conférence. Et bon appétit à tous. Et une très bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. On se retrouve pour Climat et Mode la prochaine fois. Si ça vous motive. Voilà. Pourquoi pas? Merci à tous. L'information que je c'était super. cherchais en effet. On va parler de fripe.